gardé un vieux pull anglais. Tant en écoutant les infos, certaines me font froid dans le dos. Le fond de l'air est frais. C'est un homme de mots, de mélodies et d'émotions. Auteur, je vous le disais, parolier et chanteur. Il tisse depuis des années des textes qui résonnent avec justesse et sensibilité. Aujourd'hui, il nous offre donc un double rendez-vous. Un nouvel album profondément personnel et un livre passionnant sur les chansons d'amour qui ont marqué nos vies. Vous allez le voir, je ne sais pas, Aya Nakamura à Jacques Brel. On va en parler avec Frédéric Zetoun. Bonjour, bonjour. Bonjour Frédéric. Comment allez-vous, Eh Ilana? bien, ça va très bien et vous-même? Écoutez, moi quand je suis ici, Ça me fait très plaisir. Je veux bien, ça me rappelle plein de souvenirs ici. J'aime Effectivement, notre dernière interview date d'il y a 2 ans, je crois. bien. C'était pas avant parce que j'ai l'impression qu'on se voit, qu'on se voit beaucoup tous les plus jours. souvent. Alors, on va commencer par cet album qui sort donc cette semaine, le 7 février, Le 7, ouais, donc tout à ce fait. vendredi. C'est la semaine de tous les dangers. Et de ce soir, aujourd'hui le livre et vendredi le. Tout à fait. Alors, on va parler d'abord de l'album. Un album très personnel. Donc, à votre image, Fred, vous racontez beaucoup de choses. Quel était votre état d'esprit d'ailleurs en l'écrivant? Ça a été un état d'esprit d'urgence. Cet album, je l'ai écrit. Alors, des méchantes langues diront que ça s'entend. Je l'ai écrit très vite et réalisé très vite. On l'a fait vraiment en 3 mois dans un climat d'urgence. Un sentiment, vous savez, il y a des choses qui bouleversent votre quotidien. Voilà, la perte d'un ami très très cher à qui je dédie une chanson dans cet album. L'envie, voilà, l'arrêt d'une activité à la télévision et l'envie de ne plus faire qu'écrire et chanter. C'est une sorte de thérapie. Je sais pas si c'est une thérapie, en tout cas une urgence, oui. Je me réveillais la nuit pour écrire. Enfin vraiment, ça, je sais pas, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je ne pensais pas faire un album aussi vite et les chansons sont venues vraiment très très rapidement. Beaucoup sont signés paroles et musique. Sinon, j'ai eu le bonheur aussi de travailler avec des gens que je veux absolument citer, qui sont Gérard Capaldi et Serge Perratonnerre, qui aussi au niveau des mélodies m'ont prêté un petit peu de leur talent. Tous les textes, je les ai écrits. Et donc voilà, effectivement, donc il y a de l'humour, il y a de la gravité, le fond de l'air est frais, oui, effectivement. Il suffit d'humer l'air du temps. C'est pas à vous, qui êtes une journaliste politique émérite, que je vais dire, écoutez, nous offrons des fleurs ce matin. Donc oui, effectivement, le fond de l'air est frais. Et puis voilà, il y a des chansons plus légères, des chansons un peu plus émouvantes. Tout à fait. On passe du rire à l'émotion, souvent. Alors, il y a une chanson très singulière. Elle s'appelle Le Musée des Horreurs, que vous avez composée avec Serge Perratonnerre. Tout à fait. On va écouter un petit bout et on en parle juste après. Je rêverais d'un grand sommeil, virer l'alarme du réveil, plutôt que de voir revenir la bouche en cœur ces mots du musée des horreurs. Je rêverais d'une amnésie, comme des vacances à mon esprit, pourvu que ces idées s'en retournent sur l'heure. Dormir au musée des horreurs. Le musée des horreurs, Frédéric. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte, cette chanson? Un musée qu'on croyait fermé et qu'on a vu se réouvrir pour notre plus grand effroi le 7 octobre 2023. J'ai laissé passer un peu de temps avant d'écrire cette chanson. L'émotion n'est jamais forcément bonne conseillère quand on écrit. Et j'ai voulu écrire sur la barbarie. Alors bien évidemment, c'est parti. Le point de départ, c'est ces images, ces propos qu'on ne pensait ne plus jamais entendre. Il y a un antisémitisme. Enfin, je vous apprends rien ici sur Radio J, un antisémitisme en ce moment patent. Et voilà, j'ai laissé un peu passer du temps. Et puis le texte est venu facilement. Et un jour qu'on était en réunion à la Société des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique, on s'ennuyait fermement avec Serge Perratonnerre. J'avais un début de mélodie, j'avais mon refrain, mais j'avais pas le couplet. On est allé se mettre dans la salle de piano et Serge a été touché par le texte. Serge Perratonnerre, je le situe pour nos auditeurs, c'est lui qui a accompagné Michel Berger, France Gall, Johnny Hallyday. Enfin, c'est un éminent et pianiste et compositeur. Et il s'est mis au piano, on a fait la chanson ensemble. Alors, vous parlez d'antisémitisme. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti personnellement ces derniers mois? Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez pensé de la prise de position ou pas, d'ailleurs, de certains artistes pendant cette période? Je pense que prendre position, qu'on soit juif ou pas, qu'on soit artiste ou pas, ça me paraît tellement, mais c'est un devoir. Oui, vous me demandiez si j'avais été, voilà, mon tout petit niveau, je n'ai pas une énorme notoriété en tant qu'interprète. Jouer au Trianon
canon en décembre dernier avec de la sécurité en bas, oui, je pensais jamais que ça m'arriverait. Jamais, jamais, jamais. C'est oui, bien sûr que l'antisémitisme est là. Quand vous postez une photo avec Enrico Macias, vous êtes juste en train de rire et que vous prenez 1500 menaces sur votre compte Instagram, 1500 menaces, oui. 1500 menaces qui touchaient Enrico et qui me touchaient aussi. Juste une photo dans les coulisses du Palais des Congrès où on est en train de rire. Ouais. Donc là, vous posez vraiment des messages en arabe que je n'ai pas tous... Vous avez porté plainte ? On n'a pas porté plainte. En fait, j'ai pas porté plainte. J'ai fait une main courante et j'ai fait une main courante au commissariat. Il y avait 1500 menaces de mort. Enfin bon, voilà, c'est oui, effectivement. On sent ce climat, effectivement, mais il est là, et ce climat délétère, à moins d'être aveugle ou sourd, on est obligé de le sentir. Alors, autre chanson émouvante, vous en parliez, c'est une chanson pour Gil Taïeb. Oui. Gil Taïeb qui nous a quittés il y a quelques mois. Le 15 avril dernier. Le 15 avril, on écoute. Sans sortir, sans fou rire, sans rêve en devenir, sans promesse, sans ivresse, sans ta nouvelle adresse, sans y croire, et pourtant je n'aime pas les jours sans. Ce matin sans ta voix, je n'aime pas le jour sans toi. Un hommage à Gil Taïeb. Frédéric, c'était un frangin pour vous. Oui, effectivement, c'était un frangin pour moi et pour beaucoup de gens. Et pour beaucoup de gens, tous les gens qui l'ont connu ne peuvent que louer la force de vie de ce monsieur. Et parler de lui en termes de décès, c'est un non-sens. C'est vraiment un non-sens. Cette chanson, je l'ai pas écrite. Enfin, je l'ai pas écrite. Elle m'a été dictée. Le soir où il est parti, c'est Nelou Cohn, que vous connaissez, directeur de l'antenne, qui m'a téléphoné. J'étais dans un état de sidération. J'ai pas dormi. Le matin, j'avais des choses à faire le lendemain matin, donc le 16 avril. Je vous jure que c'est vrai, c'est pas du tout une vue de l'esprit. J'ai mis les mains sur le piano. La chanson est venue seule. Je n'ai pas changé un mot de ce qui est venu ce jour-là. Et la chanson est venue en une heure. Elle était écrite. C'était vraiment quelqu'un qui réparait la vie des autres. C'était vraiment quelqu'un qui essayait avec un cœur énorme et sans jamais s'en vanter en plus. Ouais. Vous savez, il y a les gens qui font pour qu'on en parle et puis il y a les gens qui font juste pour faire. Et Gilles, c'était vraiment ça. Gilles, c'était la vie et voilà, j'ai beaucoup de plaisir j'ai beaucoup de plaisir. J'aurais préféré ne jamais l'écrire, cette chanson, mais j'ai beaucoup de plaisir à ce que cette chanson, on l'entende et qu'on puisse parler de lui. Alors, est-ce que sa femme Karen l'a entendu ? Est-ce que vous avez eu un retour ? Bien évidemment, je l'ai envoyé. La première personne à qui je l'ai envoyé, c'est à Karen. Les images, on a tourné quelques images de clips, je les ai tout de suite envoyées à Karen. Je n'ai rien fait sans que Karen et ses enfants approuvent. Bien évidemment, c'était bien la moindre des choses. Et c'est une chanson que je chanterai bien sûr au Casino de Paris au mois de juin prochain. Alors enfin, il y a beaucoup d'autres chansons, on va pas pouvoir toutes les diffuser, mais il y en a une en particulier qui m'a beaucoup amusée, que vous chantez avec autodérision. Alors, c'est le tribute à moi-même, composé par Gérard Capaldi. Tout à fait. On va écouter. J'aurais bien fait Mimimati. C'est très con. Mais je suis trop grand, même assis. J'aurais bien tenté Serge Lama. Mais moi au moins, je ne boite pas. Pisser sur les femmes infidèles. Je n'ai pas le talent de Jacques Brel. Sardou, ça m'aurait plu vraiment. Mais je suis un peu trop souriant. Le tribute à moi-même. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le tribute à moi-même, vous l'aurez remarqué, ça ne vous aura pas échappé. En ce moment, si on veut remplir des salles de spectacle, il faut produire un tribute. Et il n'y a que ça. Vous avez 6 Abamania, 22 Australian Pink Floyd. Enfin, il y a des tributes à croire que voilà, les gens ont besoin de leur Madeleine de Proust. Il y a la guerre des sosies de Jacques Brel. Il y a 2 Jacques Brel qui se baladent en France en ce moment. On est envahi par les tributes. Les tributes, c'est quoi ? C'est des spectacles hommages, des spectacles sosies, la voix de Tartampion. L'autre jour, j'étais en train de me garer dans la voiture, quelqu'un qui ne savait plus que j'étais à Télématin m'appelle, dit bonjour monsieur Zetoun, Télématin. Je dis non, monsieur Zetoun tout simplement. Je produis Charles Machin avec un nom arménien. Vous fermez les yeux, c'est la voix de Charles Aznavour. Donc voilà, on croule sous les tributes. Il semblerait qu'il y ait un public pour ça. Donc moi j'ai décidé de faire un tribute à moi-même. Et effectivement, j'aurais bien fait Mimimati, mais effectivement en fauteuil roulant, je suis trop grand même assis. Serge Lama, oui. lui ça l'a fait rire. Serge Lama, on le lui a envoyé via mon éditeur. Serge Lama qui est quelqu'un
quelqu'un que Il a j'aime bien beaucoup. réagi. Il s'est marré. Il m'a dit, vas-y, voilà. Bien évidemment, il ne s'agit de vexer personne, mais d'avoir un petit peu d'autodérision. Tout à fait. Et vous en avez, Frédéric, et ça fait du bien. Alors, en plus de cet album, il y a le livre Le Dictionnaire jubilatoire de la chanson d'amour qui sort aujourd'hui, dans lequel vous recensez et racontez donc toutes les grandes chansons d'amour. Aline de Christophe, Le baiser de Souchon, Mon chéri d'Aya Nakamura. Plus que les chansons, les mots-clés. En fait, c'est un dictionnaire. Les entrées ne sont pas des chansons, les entrées sont les mots-clés que l'on trouve dans les chansons d'amour. Des mots, alors il y a des choses que l'on n'attend pas du tout. Il y a des entrées, plus les entrées voiture, par exemple. La voiture a servi dans la chanson d'amour. Alors, des années 60, avec la panne d'essence de Sylvie Vartan à la Benz de dans Suprême Benz, MTM. Benz. Voilà, on n'a pas parlé de l'amour de la même façon. En matière de déclaration, la déclaration d'amour de France Gall écrite par Michel Berger et la déclaration d'amour de Aya Nakamura à son mec, on s'aperçoit que c'est pas vraiment les mêmes. Donc voilà, je me suis amusé, c'est sans aucune prétention, mais avec un petit peu aussi vouloir montrer, au-delà des petites anecdotes, vouloir montrer à quel point le discours amoureux s'est transformé en quelques 50 ans. Et alors vous, est-ce qu'il y a une chanson d'amour en particulier qui vous touche, que vous aimez écouter, réécouter encore et encore? Une que j'aurais aimé écrire, c'est parce qu'elle est formidable comme tout ce que fait ce monsieur, écrire une magnifique chanson d'amour sans jamais dire je t'aime, c'est quand même très fort. Jean-Jacques Goldman. C'est Sache que je de Jean-Jacques Goldman, que je trouve absolument génial. Alors, entre la scène, l'écriture, la musique, quel est votre terrain de jeu favori, Fred? Franchement, j'ai besoin de tout. J'ai besoin de tout. La scène, c'est la dernière étape. Et aller sur scène, là, on va se retrouver le 22 juin prochain au Casino de Paris. Tout à fait. Alors, j'allais y venir parce que c'est pas terminé. C'est jamais terminé avec Frédéric. Après 3 albums salués par la critique et des prestations remarquées donc au Casino de Paris en 2022 et au Trianon en 2023, vous revenez sur scène cet été. Au Casino le 22 juin, le lendemain de la fête de la musique. Comme ça, on va continuer la fête de la musique. Et le Casino de Paris, c'est une salle que j'adore. C'est une espèce d'écrin, le rapport entre la scène et la salle. Voilà, il y a des bonnes vibrations dans cette salle. C'est un pari pour nous parce que honnêtement, la billetterie est déjà ouverte. La billetterie est déjà ouverte. On vous attend nombreux. Venez avec des amis. Les familles nombreuses sont les bienvenus. Les enfants. Oui, effectivement. C'est tout public de 7 à 77 ans. C'est un gros pari que de retourner là. C'est pas en ce moment, les fréquentations des salles, c'est pas franchement évident. Donc voilà, on s'est mis ce petit challenge avec mon producteur. Eh bien, merci à vous. Merci à vous, Ilana, c'est toujours un plaisir. C'est passé très vite, mais on se retrouvera parce que vous avez toujours beaucoup d'actualités et ça nous fait très plaisir. Et c'est toujours un plaisir de venir vous voir. Merci beaucoup, Fred. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. Certaines me font froid dans le dos.